prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable qui se consomme comme un jus de fruits. C'est aujourd'hui le 18e numéro de Jus de Ciné qui se concentrera sur la première moitié du mois d'avril 2021. Alors, une fois de plus, je suis tout seul pour ce numéro. Vous inquiétez pas, hein, je ne mets pas fin à ma collaboration avec Marie, c'est juste que on a reporté notre jeu de ciné commun au prochain numéro, donc au 19e. On a eu quelques soucis, notamment pour le vice-versa, on n'a pas le temps de voir les films, donc du coup on a reporté au prochain. Mais promis, le prochain numéro, elle sera là et on fera le vice-versa sans souci. Le sommaire donc, comme d'habitude, des actus, une sortie de 2021 avec One Night in Miami et des films d'avant 2021 avec Pas un bruit, Dream House ou encore le blues de Ma Rainey. Beau programme comme d'habitude, il est l'heure des actus. Du coup les actus, j'ai trouvé quelques trucs un petit peu en vrac. Tout d'abord, par rapport à la culture à l'arrêt, le cinéma a perdu 81% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Donc il s'agit évidemment des chiffres de 2020. C'est une un bilan qui a été dressé par le ministère de la Culture et donc effectivement au terme du quatrième trimestre 2020, la perte trimestrielle de chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands s'élève à 1,6 milliard d'euros au regard du quatrième trimestre 2019, soit une baisse de 7%, et donc c'est la projection cinématographique, comme il l'appelle, qui a perdu 80% du chiffre d'affaires. On a aussi le spectacle vivant qui a connu une baisse de 50%, et donc c'est les deux secteurs qui sont les plus touchés par rapport à ça. Et effectivement, le seul domaine qui tire son épingle du jeu, c'est les jeux vidéo, qui ont connu une croissance de 60% de son chiffre d'affaires, et une progression annuelle de 21%. Donc on est quand même sur les gros chiffres pour le jeu vidéo, mais par contre, effectivement, tout ce qui est spectacle vivant et tout ce qui est cinéma, donc spectacle vivant, vous entendrez les théâtres notamment, du coup, voilà. C'est la galère, en même temps, ça attendait un petit peu, vu que ça a été... ça n'a pas été toute l'année fermé, mais quand même sur quasiment 3/4 de l'année c'était fermé quoi. Donc forcément c'est compliqué, on espère qu'en 2021 tout ça va réaugmenter, mais c'est vrai que là du coup c'est la galère quoi. On a aussi Netflix et Sony qui ont signé un deal colossal qui permettra à la plateforme de streaming de diffuser les films de la firme, donc Sony, en exclusivité après leur sortie en salle aux États-Unis. Alors donc voilà, c'est un deal qui concerne que les États-Unis. Mais tout de même, c'est quand même un gros truc, c'est quand même un truc important, c'est un truc qui peut vraiment changer la donne sur pas mal de choses. Et donc, les prochains films Sony, on parle du nouveau Spider-Man New Generation, le film Uncharted avec Tom Holland. Précision tout de même, la plateforme devra attendre les sorties en DVD et Blu-ray, quand même. Mais après, une fois que ça sera passé, ils pourront diffuser tous ces films Sony pendant 18 mois en exclusivité. C'est-à-dire que, à part les DVD et les Blu-ray, il n'y aura que Netflix qui pourront diffuser les films de Sony. Ces films ne seront pas chez d'autres plateformes de SVOD, ce sera que Netflix qui auront la main mise dessus. Après, à voir si ces films-là, du coup, vont fonctionner. Mais du coup, bon, ils gardent quand même la sortie en salle. De toute façon, maintenant, aux States... je crois que le cinéma sont réouverts, il y a encore des jauges il me semble, mais au moins c'est ouvert là-bas. On parle d'une négociation quand même à 1 milliard de dollars, donc peanuts comme on pourrait dire. Du coup voilà, donc Sony se débarrasse donc de Starz, qui était une propriété de Lionsgate, qui est datée de 2005, donc jusqu'ici c'est eux qui avaient l'exclusivité des films Sony, donc maintenant ça sera Netflix à partir de 2022, et ça devrait durer 5 ans tout ça, donc jusqu'en 2027. Après voilà, encore une fois ça se passe aux États-Unis. Ici il y a évidemment la chronologie des médias dont j'ai déjà parlé dans cette émission, donc qui rend ça impossible, mais malgré tout on sait qu'en ce moment la chronologie des médias c'est un peu de plus en plus remis en cause, donc bon, peut-être qu'ils s'inspireront de ça, on verra. Ça sent quand même pas très bon tout ça. Il y a aussi eu les BAFTA qui se sont déroulés le 11 avril. Donc les BAFTA, c'est les British Academy Film and Television Awards. En gros, donc c'est les Oscars, mais en Angleterre. C'est l'équivalent des Oscars en Angleterre. Et justement, c'est
plutôt un bon comment dire, un bon indicateur pour les Oscars, je trouve régulièrement, c'est à peu près les mêmes lauréats. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Grosse victoire pour Nomadland, donc le film de Chloé Zhao qui repart avec 4 prix, dont le meilleur film et la meilleure réalisation. On a quoi? On a le Blues de Ma Rainey, dont on va parler tout à l'heure, c'est quand même incroyable, qui repart avec 2 récompenses, à savoir meilleur maquillage et coiffure, et... c'est pas les meilleurs décors? Non. Meilleur costume, c'est ça, pardon. Donc maquillage, coiffure et costume. Et donc voilà, après on a aussi Manque qui gagne les meilleurs décors, Promising Young Woman qui gagne le meilleur scénario original. En termes d'acteurs, c'est Anthony Hopkins qui l'emporte pour son rôle dans The Favor. On a Frances McDormand qui repart encore avec un prix pour Nomadland pour meilleure actrice. Donc voilà, on a Sound of Metal qui repart avec meilleur son, Saul qui gagne film d'animation et musique de film. Voilà à peu près. Et dernière news avant de parler des films, juste dire que Godzilla vs Kong sortira directement en VOD à la fin du mois, et donc il n'y aura pas de sortie en salle pour ce blockbuster qui voyait donc s'affronter Godzilla et Kong. Alors moi personnellement je n'ai rien à péter, mais malgré tout ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un film qui ramène des gens en salle. C'est toujours un peu dommage quand on voit des blockbusters qui ne passent pas par la case ciné, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est l'époque. Faut vraiment que ça réouvre très très vite. Et du coup, ouais, bah, ils avaient dit mi-mai, mais bon, vu le variant brésilien, ça semble chaud. Donc, à mon avis, ça va être reporté pour juin au plus tôt. Putain, faut encore attendre. Passons au film et passons à la sortie de 2021 avec One Night in Miami, réalisé par Regina King, film nommé aux Oscars, ça alors, qui donc raconte... Alors, c'est une pièce de théâtre à la base, qui déjà imaginait une espèce de soirée fictive entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown et Sam Cooke, donc 4 Afro-Américains, donc chacun spécialiste dans un domaine. Malcolm X politique, Muhammad Ali donc pour la boxe, Jim Brown pour je crois que c'est le football américain il me semble, et Sam Cooke pour le chant. Et donc voilà, donc c'est un film, et donc pièce de théâtre, et donc un film qui adapte cette pièce de théâtre, et donc qui imagine ces quatre personnalités influentes qui se réunissent un soir dans une chambre d'hôtel, officiellement disons pour fêter la victoire de Muhammad Ali en tant que nouveau grand champion de boxe. Sauf qu'il va se passer des trucs, il va y avoir pas mal de conflits internes, ils vont parler un petit peu de plein de choses, certains ont des opinions très divergentes, et donc ça se veut presque un espèce de huis clos pendant presque 2 heures où ils vont, donc c'est surtout beaucoup de discussions. Ah, ça paraît très chiant comme ça, mais en vrai, j'ai trouvé ça vraiment captivant. Déjà parce que c'est porté par d'excellents acteurs, et c'est aussi accompagné d'une écriture qui est très soignée. Chaque dialogue est parfaitement écrit, il y a vraiment... Bon, tu sens que c'est du théâtre quand même un petit peu, hein, c'est du théâtre filmé, parce que il y a aussi la mise en scène qui est pas forcément flamboyante, mais qui reste tout à fait correcte. Et mais voilà, c'est vrai que c'est plus pour les acteurs et pour l'écriture que le film tient, et ça va être assez captivant. Il y a aussi la bande originale du film qui ne manque pas de charme, notamment donc Sam Cooke, et l'acteur qui le joue, c'est Leslie Odom Jr. qui lui-même chante les chansons dans le film, et il a une très belle voix, et quand il chante, il se passe quelque chose, il faut bien l'avouer. C'est pas un grand film, mais je l'ai vraiment trouvé bien, je l'ai vraiment trouvé intéressant et vraiment captivant. Et pourtant, sur le papier, ça paraît pas, c'était pas gagné. Et pourtant, j'ai trouvé le film, ouais, extrêmement intéressant. Ça m'a donné un petit peu envie de me pencher un petit peu sur les biographies de ces 4 personnes qui ont chacune, c'est ça. Un parcours qui semble très atypique. Voilà. En tout cas, le film est disponible sur Prime Video, si jamais il vous intéresse. Passons au film d'avant 2021, et on commence avec Pas un bruit, réalisé par Mike Flanagan. Mike Flanagan qui est le créateur et le metteur en scène aussi d'ailleurs, je crois, de la série The Haunting of Hill House. Il avait aussi réalisé Doctor Sleep récemment, donc la suite de Shining. Il a réalisé 2-3 films d'horreur comme ça. Je crois qu'il avait aussi réalisé Ouija 2,
me semble-t-il, Ouija les origines, qui était d'ailleurs plutôt bien. Et donc Pas un bruit, ça raconte l'histoire d'une sourde et muette, qui est une écrivaine qui est enfermée chez elle, et elle va être attaquée par un gars masqué, et il va y avoir une espèce du jeu du chat et de la souris, pendant quasiment 1h30, où elle va essayer de s'en sortir, malgré son handicap. C'est un film sympathique, mais vraiment sans plus. Disons que justement le postulat de base qui pouvait les laisser espérer quelque chose d'assez ludique, ou vraiment ça allait pleinement exploiter le handicap de l'héroïne, je trouve que c'est pas spécialement, je trouve que ça réussit à moitié, disons. Parce que je pense que le film, peut-être limite, par exemple, aurait peut-être plus pu jouer je vais y arriver, sur le son, justement. On est, je trouve, assez peu de son point de vue à elle. Ce qui du coup en termes d'immersion, du coup c'est un peu compliqué de complètement s'identifier, de complètement se mettre à sa place, parce que ça va pas être facile, parce qu'il faut tous repérer visuellement. Et puis malgré tout, en termes d'écriture, c'est pas spécialement bien écrit, il y a quand même de grosses facilités scénaristiques, il y a quand même de grosses coïncidences, on va dire, de gros trucs pas ultra crédible, ça passe, mais quand même quand tu réfléchis 2 secondes, tu te dis que bon, c'est quand même, en termes d'écriture, c'est parfois très arrangeant, disons. Et surtout, le film peine un peu à se renouveler, hein, parce que c'est un huis clos, hein, ça se passe quasiment intégralement dans la maison dans la maison, à l'extérieur de la maison de l'héroïne. Mais les acteurs sont bons, c'est plutôt bien réalisé, il y a quand même quelques bonnes idées. Et ça passe relativement vite, donc ça se regarde bien, mais voilà, c'est vraiment sans plus, ça s'accorde un dimanche après-midi pluvieux, comme on pourrait dire, parce que voilà, après en termes d'ambiance et tout ça, c'est bon, ça fait pas spécialement peur, c'est pas spécialement angoissant, juste ça se regarde, et puis bon, ça passe, c'est pas non plus incroyable. C'était sorti en 2016, et c'est disponible sur Netflix. Le prochain film, c'est Dream House, réalisé par Jim Sheridan, sorti en 2011, qui raconte l'histoire d'un... Alors c'est quoi exactement son métier? Il me semble qu'il... donc voilà, c'est un éditeur, c'est ça, qui quitte son emploi pour aller rejoindre sa famille dans leur nouvelle maison. Sauf qu'ils vont se rendre compte que il s'est passé des choses bizarres dans cette maison avant qu'ils y arrivent. Et ils découvrent que le voisinage est un peu bizarre, on n'ose pas trop leur parler, tout ça, et finalement ça va cacher autre chose. Bref, je vais rester assez flou. C'est un film qui a pas une très bonne réputation, et pour cause, apparemment c'est un film qui a été... la production a été assez chaotique. Encore une fois, on est un peu sur un cas d'un metteur en scène qui n'a pas la même vision que les studios, et Jim Sheridan étant un réalisateur plutôt coté normalement. Le fait est que j'ai pas détesté le film. Loin de là, je l'ai même trouvé plutôt appréciable, même s'il a beaucoup de défauts, indéniablement. Déjà... Le film m'a surpris parce que le scénar vend un espèce de film presque un peu d'horreur, où tu t'attends à une espèce de truc de fantôme et tout, alors que c'est plus subtil que ça, et le film est assez surprenant sur 2-3 aspects. Sans trop en dire, je vais vraiment rester flou. Déjà, je peux vous dire qu'il ne faut pas mater la bande-annonce si vous voulez voir le film, parce que la bande-annonce spoil un twist assez majeur de l'intrigue. Donc ne matez pas la bande-annonce si vous voulez voir le film. Mais du coup, le casting est bon, la mise en scène est tout à fait correct. Et donc vraiment, sur la première moitié, c'est vraiment très intriguant, on a envie d'en savoir plus, tout ça. Ça se regarde vraiment très bien. Et après arrive la seconde moitié du film, qui là où on se doute que c'est là où il y a le plus de soucis, parce que les événements s'enchaînent très rapidement, parce que il y a un vrai goût d'inachevé, où vraiment t'as l'impression que tout se résout en 5 minutes, et ça devient extrêmement très mal écrit. Il y a des espèces de grosses ficelles qui sont introduites sans aucune subtilité. Donc c'est une seconde moitié qui est très bancale en fait, tout simplement. Et puis en plus il y a une fin qui est vraiment très balourde. Donc c'est un potentiel gâché en fait, ce film. C'est un énorme potentiel gâché où vraiment on est intrigué sur la première moitié et puis on a la seconde moitié qui casse un petit peu tout. Malgré tout, je trouve l'ensemble correct. Voilà. J'ai pas détesté. Loin de là. Et pour l'anecdote, parce que c'est un film avec Daniel Craig et Rachel Weisz, c'est sur ce tournage qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont mariés par la suite. Voilà, dans la vie, dans la vraie vie, comme on dirait. Voilà, j'avais découvert ça après, j'avais trouvé ça plutôt rigolo comme anecdote. Voilà. Du coup, est-ce que je vous le recommande? Oui et non. C'est-à-dire que
Ouais, non, parce que malgré tout, c'est un gros potentiel gâché. Oui, parce que c'est pas non plus inintéressant, et la première moitié, je trouve, vaut malgré tout le coup. Voilà. Après, à vous de voir. Et enfin, on termine avec le Blues de Ma Rainey, réalisé par George C. Wolfe, avec Viola Davis et Chadwick Boseman, le regretté, qui raconte l'histoire... alors je crois que c'est une histoire vraie, enfin en tout cas ça s'inspire d'une histoire vraie. C'est un film qui se passe dans les années 20 à Chicago, et où on voit le personnage de Ma Rainey, qui est considérée comme la reine du blues, qui enregistre un nouvel album studio. On va la voir elle et ses musiciens. Sauf que il va y avoir des tensions entre son producteur, ses musiciens et elle. Et un peu comme One Night in Miami, c'est un petit peu aussi un huis clos qui se veut être du théâtre filmé. C'est un petit peu ça, en gros. Sauf que j'ai trouvé ça moins réussi que dans One Night in Miami. Et un peu comme One Night in Miami, cela dit, c'est les acteurs, encore une fois, qui tirent leur épingle du jeu. Tous les acteurs sont vraiment excellents. Mais voilà, c'est du théâtre filmé. La mise en scène est encore moins intéressante que dans One Night in Miami. Donc il n'y a pas, pour ainsi dire, pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un film aussi qui manque de subtilité. C'est un film qui a du mal à passionner pour le coup. Ça reste un film aussi qui est assez bavard quand même. Faut pas se leurrer. Mais voilà, ça tire surtout pour les acteurs. Ça c'est indéniable. Et notamment Chadwick Boseman qui s'en sort vraiment très très bien. C'est peut-être son... Après j'ai pas vu tous ses films, hein, mais je pense que c'est peut-être son meilleur rôle. Bon, je pense pas prendre trop de risques en disant ça. Il y a aussi Viola Davis qui incarne un personnage plutôt détestable, si on veut, même si elle est plus subtile que ça. Mais non voilà, enfin les acteurs sont vraiment excellents. Il y a quand même 2-3 trucs dans le film qui marchent vraiment bien. Et mais voilà, malgré tout, c'est pas un film que j'ai trouvé forcément passionnant. J'ai un peu du mal à rentrer dedans, mais c'est pas non plus mauvais. Voilà. Après, est-ce que ça a mérité des nominations aux Oscars? À part pour les acteurs. Sinon, bof. Même si effectivement, donc on en parlait tout à l'heure, le fait que le film ait gagné maquillage et coiffure et costume, c'est pas non plus déconnant. Même si c'est pas non plus un truc qui saute aux yeux spécialement, mais bon bref, voilà. Il est disponible sur Netflix, si jamais vous voulez le regarder, il y est. Et donc, il me semble, sans trop de bêtises, que c'est le dernier film qu'a tourné Chadwick Boseman avant son décès. En tout cas, c'est le dernier film avec Chadwick Boseman. En termes de date de sortie, ça sera le dernier film que vous verrez avec Chadwick Boseman. Voilà. Merci d'avoir suivi ce jeu de ciné encore une fois, chers amis. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour le prochain jeu de ciné avec Marie et le vice-versa, c'est promis. Excellente journée ou soirée à vous. Prenez soin de vous, voyez des films. À la prochaine. Salut!